Utilisation de formules. Si on sélectionne même le nombre de types de contrats, on aura le nombre parce que c'est les contrats indifférenciés. Oui, oui, on aura les nombres. En fait, ça, quand on a. Ici, nous avons déjà, quand on sélectionne, ici, quand on sélectionne, on aura automatiquement le nombre, on saura c'est combien. Mais ce n'est pas du tout professionnel quand même pour le faire. Vous pouvez pas faire ce travail-là dans un lieu professionnel en disant que non, je l'ai coté manuellement et sans pour autant donner la formule. Parce que là, vous pouvez rendre le travail là, on peut vous demander de faire ce travail. Et vous faites le travail et là, vous allez l'envoyer au supérieur. Et là, la personne vient et une fois que la personne clique ici, par exemple, si on écrit, par exemple, ici, on écrit 30, c'est bon, on a écrit 30. Et si la personne clique ici, la personne verra en réalité que vous n'avez fait qu'écrire le 30, mais il n'y a pas de formule. Alors que normalement, Excel, c'est la base. Partout, disons que partout où on parle, si vous n'avez pas la base sur Excel, c'est pour ça que vous avez raté. Surtout en étant gestionnaire de projet. Vous devez avoir la base sur Excel. Et pour ça, il faut essayer de temps en temps, si dès l'instant vous n'avez pas le niveau, au niveau débutant ou bien je sais pas intermédiaire, essayez dès maintenant de suivre les formations ou bien des titres sur des chaînes qui peuvent vous permettre de faire. Maintenant, comment on va le calculer? On va utiliser ce qu'on appelle NBVAL. Pourquoi NBVAL? Parce que tout simplement, ce qu'on a besoin de calculer ici sont des informations qui ne font pas partie de la famille Excel. Pourquoi elles ne font pas partie de la famille Excel? Ces informations ne font pas partie de la famille Excel parce que tout simplement, ce sont des lettres. Or, on nous a dit que Excel n'est pas fait pour le traitement de texte. Ce n'est pas sa finalité au fait. Excel est fait pour les calculs. Maintenant, si on veut faire le calcul et que par exemple on prend, généralement quand on veut faire le calcul, on prend la somme. Je vais vous dire l'exemple. On prend exemple égal, on prend somme. Quand on prend somme, on sélectionne le nombre. Par exemple, je choisis seulement le nom, soit j'ai la possibilité soit de prendre les noms ou les prénoms. Ouais, j'ai sélectionné les noms. Et là, je veux maintenant cliquer sur entrée pour voir ce que ça va donner. Est-ce qu'en réalité, Excel va me donner le résultat ou bien? Et là, je peux fermer la parenthèse. Et là, Excel me donne automatiquement 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qu'on a sélectionné ne font pas partie de la famille Excel. Ils ne font pas partie de notre famille. On demande ça à Excel. Excel va dire que non, je ne reconnais pas ces personnes-là comme étant les membres de ma famille. Maintenant, il y a une formule qui va donner la possibilité à Excel de les reconnaître. Sans cette formule-là, Excel ne va pas les reconnaître. Maintenant, quelle est cette formule-là? Il va falloir qu'on écrit égal NBVAL. NBVAL va nous permettre de connaître, de connaître maintenant ces personnes-là en fait. On prend NBVAL, on sélectionne soit le nom ou le prénom, c'est la même chose. On sélectionne et là on va cliquer sur entrée. Et là automatiquement Excel va nous donner le nombre de personnes, c'est 31 personnes. Et là si on fait ce travail comme ça, on clique ici et la personne verra en réalité que oui, vous devez utiliser une formule qui est NBVAL et vous avez sélectionné la partie, c'est-à-dire NBVAL de D7 à D37 qui nous a donné le nombre d'employés total. Sinon, vous avez la possibilité de compter, mais ça, c'est pas du tout professionnel. Je vous le déconseille franchement parlant. Quand vous travaillez sur Excel, vous n'avez pas le droit, je dis bien, vous n'avez pas le droit de compter. Les formules sont là pour les appliquer. Vous utilisez Excel et vous comptez, ça c'est une grave erreur. Vous n'avez pas le droit de le faire, franchement parlant. Aucune personne n'a le droit de compter sur Excel alors que les formules sont là. Tout ce que vous avez besoin de faire sur Excel, vous devez passer par les calculs. Si on utilise Excel, c'est pour faire les calculs. Pas pour essayer de compter de façon manuelle, non. On ne va pas dire que non, il y a un CDI, des CDI. Non, c'est pas comme ça en fait. Ça c'est pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas de formule. Vous pouvez vous tromper. Peut-être avec ce cas-là, vous pouvez compter. Parce que là, c'est pas trop nombreux. Mais imaginons que vous travaillez avec des milliers des milliers d'informations et que vous aurez l'occasion de compter. Vous ne pouvez pas le faire. Et le temps ne vous permettra pas non plus. Or, aujourd'hui, on a besoin, avec l'avancement de la technologie, si vous n'êtes pas très productif, vous serez rapidement remplacé. Donc, dès l'instant, essayez de maîtriser les formules sur Excel.
Il y a des formules qui sont là-bas. Je pense que si je ne l'ai pas perdu, j'ai des formules avec moi. Je peux vous le partager après. Vous avez la possibilité de travailler sur Excel. Disons, c'est la base quoi, en fait. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir au niveau du nombre de départements. Le nombre de départements, c'est la même formule que nous allons utiliser avec le nombre d'employés, parce que ce sont tous des lettres. Donc on prend aussi NBval. On prend aussi NBval égale, du moins, égale NBval. C'est D7 à D37, je pense. D7 à D37, si je ne me trompe pas. C'était pas ça. Ouais, c'est D7 à D37. Donc on vient ici. D égale NBval D7 à D37. Et là nous avons entrée, nous avons 31 départements à ce niveau. Est-ce qu'en réalité c'est ça? Si on voulait compter les départements qui sont là, ça va donner 31. Mais est-ce qu'en réalité c'est qu'on a bougé? Est-ce qu'en réalité nous avons 31 départements ici? Non, on n'a pas 31 départements. C'est pourquoi nous avons écrit un tableau ici. Si vous regardez bien au niveau de votre feuille Excel, vous n'allez pas trouver ce tableau-là ici. Ce tableau qui est là, vous n'allez pas le trouver ici. C'est moi qui l'ai fait. Maintenant, on va reprendre ce tableau. On va reprendre ce tableau et on va prendre comme administration. Administration, santé. On avait administration, santé et quoi encore? Nous avons communication. Nous avons communication et nous avons agent communautaire. Voilà. Maintenant, nous allons les sélectionner. Nous allons tous sélectionner et essayer de prendre également les bordures. On va prendre toutes les bordures. Et là, maintenant, nous avons le département qui est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre égal NBval. Et là, on va sélectionner les départements. On clique sur Entrée. Et là, nous avons 4 départements. Et maintenant, nous allons passer au niveau des contrats. Qui peut me donner donc la formule pour calculer le nombre de CDI? Égal. Une formule pour le nombre de CDI? Égal NBval. Égal NBval. C'est par le nombre de CDI. NB. Ok, égal NBval. C'est par le nombre de CDI. Il faut sélectionner les CDI. J'ai pas saisi. En décochant les CDD et les CDI en sélectionnant les. Est-ce que vous pouvez reprendre ce que vous avez dit? J'ai dit égal. Égal. Nombre de multiplié par le nombre de CDI. On va multiplier. Oui. On va multiplier quoi par quoi? Par le nombre de CDI, NBval. Oui, on prend NBval, après on prend le signe multiplication. Oui, oui, signe multiplication plus le nombre de CDI plus entrée. C'est ce nombre de CDI qu'on a besoin en fait. Oui. Comment on peut connaître le nombre de CDI? C'est ça la question. Allez en sélection pour décocher les CDD et laisser les CDI. En sélectionnant les CDI après. Ok, c'est bon. Je vais essayer de le faire. C'est possible de passer au niveau de la sélection pour partir. Mais là, c'est un peu lent en fait. La façon la plus rapide, essayer de passer par les formules. C'est la plus rapide en fait. Maintenant, pour ça, il faut écrire NBC. NBC,
Ça va nous permettre de déterminer les CDI. Parce que là, pourquoi NBC? Parce qu'il y a une condition en fait. Nous avons deux conditions. Soit c'est les CDD, soit c'est les CDI. Donc pour ça, nous allons prendre NBC, on va sélectionner la colonne des contrats. Tout, on va tout sélectionner. On sélectionne tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va expliquer à MS Project nous allons expliquer à Excel qu'on n'a pas besoin de ce nombre en entier, de toutes les informations qui se trouvent dans cette colonne-là. Mais on a besoin seulement des CDD, des CDI du moins. Donc pour ça, étant donné que les CDI, comme je l'ai dit, ce sont des lettres, ce ne sont pas des chiffres, il est obligatoire de les mettre en guillemets pour montrer à Excel que non, ce sont des gens qui ne font pas partie de notre famille. Dans ce cas, nous allons mettre guillemets, on prend CDI. Il faut l'écrire tel qu'elle est, tel que CDI est écrit dans notre colonne type de contrat. Sinon, Excel ne va pas prendre ça en compte. Et après avoir écrit CDI, vous allez cliquer maintenant sur Entrée, et là il va vous donner le nombre de CDI. Et mais Excel vous dit que vous avez 9 CDI à ce niveau. Imaginons que vous avez des milliers de contrats, des milliers comme ça, et vous passez par les deux comptes et consorts. Ça va prendre du temps. Et vous allez faire la même chose aussi pour les CDD. Et dans ce cas, on va pas prendre. On va pas. Ah non. Ici, on a une erreur, non? Achète, oui. Alors c'est achète, c'est bon. Donc on va venir ici encore. On va venir ici. On va copier ça. On l'amène ici. Au lieu de As9, c'est As7. Donc c'est A7 à As37. A7 à 37. Et là maintenant on va cliquer sur Entrée. Et on va, au lieu de CDI, on va dire à Excel que ce sont des CDI cette fois-ci. Ici on n'a pas besoin de CDI, mais on a besoin de CDD. Et là on va cliquer sur Entrée pour voir en réalité ce que ça donne. Et là, normalement, la somme des deux là doit donner 31, le nombre de contrats. Et en réalité c'est 31. Est-ce que là c'est bon? Je n'ai pas bien compris. Ok, je reprends. Formule de calcul de CDI. Est-ce que vous pouvez revenir? Je reprends. C'est bien possible. Parce que là, les formules de NBC, NBVAL sont des formules qui reviennent à tout moment. Que ce soit ceux qui sont dans le domaine de la finance, surtout dans le domaine de la finance. Il y a les NBVAL qui revient, NBC qui revient, les recettes V qui revient, recettes As qui revient. Souvent, ces formules reviennent à tout moment. Essayez de vous familiariser avec Excel. NBC, NBVAL, surtout NBC. NBC revient à tout moment. Parce que là, on travaille tout avec les conditions. Le plus souvent, c'est la formule qu'on utilise. NBC, NBC. Et cette formule, elle revient à tout moment. Maintenant, pour les CDI, étant donné que dans cette partie-là, nous avons les CDD et les CDI qui sont mélangés. Et là, peut-être avec notre cas, comme je l'ai dit, vous avez c'est pas trop nombreux. Vous avez la possibilité de compter. Mais si vous travaillez dans une entreprise ou bien dans la fonction publique, vous n'aurez pas la possibilité de les compter parce que vous travaillez avec des informations, des milliers de disons des millions, ça passe jusqu'à 1 million et quelque comme ça. Imaginons que vous travaillez avec 1 million de litres comme ça par exemple. Là, on vous demande de déterminer les CDI. Ou bien vous travaillez avec 50 000 comme ça. On vous demande de déterminer les CDI ou bien on vous demande de déterminer un nombre par hasard. Même s'il ne s'agit pas de CDI, mais on vous demande de déterminer un nombre par exemple. Ou par exemple, on vous demande de déterminer le nombre des femmes qui ont été au niveau du JAR, ils ont mélangé les femmes et les garçons, et les hommes du moins. Au niveau du JAR, ils ont mélangé, il y a les hommes et les garçons qui sont mélangés.
Et maintenant, on vous demande de nous donner en réalité le nombre de filles, et le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Et au lieu de passer par les formules, vous permettez de passer par le décompte. Imaginons combien de temps vous allez perdre là-bas. Dès l'instant que vous travaillez sur Excel, vous devez maîtriser certaines formules. Ces formules, d'abord, de façon mécanique, de façon au niveau débutant, vous devez maîtriser la formule somme. Je pense que tout le monde a maîtrisé ça. Après cette formule-là, vous devez obligatoirement maîtriser, si vous voulez travailler avec Excel avancé, les NBC, les NBVAL, les recherches V, recherches H et consorts, vous devez les maîtriser. Les lois de Poisson, vous devez tous les maîtriser. Ce sont des formules qui reviennent à tout moment. En ce qui concerne les CDI, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre égal. On prend égal, on prend NBC, NB.C, parce que là, il s'agit d'une condition. Nous avons deux types de contrats. Nous avons les contrats CDI et nous avons les contrats CDD. Mais nous voulons demander à Excel qu'ici, nous avons besoin seulement des CDI. Dans ce cas, nous allons rajouter l'autre condition. Donc là, on prend NBC. On sélectionne la colonne de type de contrat. On sélectionne tout. Du premier contrat au dernier contrat. Une fois qu'on sélectionne cette partie-là, nous allons maintenant mettre point virgule et indiquer à Excel que ce sont des CDI qu'on a besoin. Le point virgule sert à ça en fait. Le point virgule, c'est de dire à Excel que ce qui suit, c'est l'information là qu'on a besoin, c'est la somme de cette information là qu'on a besoin dans cette cellule là. Mais pour ça, étant donné que ce sont des lettres aussi, on ne peut pas se permettre de l'écrire d'écrire seulement CDI. Je vais vous montrer pour voir. Quand on écrit CDI et que j'écris égal, là ça va me donner 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'avais dit tantôt, Excel ne reconnaît pas de CDI comme des membres de sa famille. CDI c'est en lettres. CDI c'est pas en chiffres, donc Excel ne reconnaît pas ça. Alors qu'ici, je vous ai dit que les points virgules servent à donner, à dire à Excel que ce qui suit, c'est le nombre exact de ce nombre-là que nous avons besoin ici. Ce qui suit, je veux que tu me donnes le nombre de cette information-là dans cette cellule-là. Et là, en effet, c'est CDI qui suit. Mais pour ça, vu que CDI sont des lettres, il faut les mettre en guillemets. C'est-à-dire, on va mettre CDI en guillemets et on va fermer notre parenthèse. Les guillemets, ça sert à... Quelle est l'importance des guillemets sur Excel? Les guillemets, c'est pour dire à Excel que ce que je viens d'écrire ici, ces gens-là ne font pas partie de ta famille. Sont des étrangers ou bien sont des tiers. Ce ne sont pas des membres de notre famille. Et dès l'instant que vous mettez les guillemets, Excel va reconnaître quoi? Ah, en effet, ce ne sont pas des membres de notre famille, mais ce sont des gens qui sont chez nous, peut-être pour des visites ou bien pour autre chose. C'est ça l'importance des guillemets. C'est pour donner une idée à Excel sur ce que vous devez faire, ou bien ce que vous allez faire, ou bien donner l'idée à Excel en disant que ces personnes-là ne font pas partie de notre famille. Une fois que vous mettez ça en guillemets, vous allez cliquer sur Entrée, et là vous allez avoir le nombre de CDI. Monsieur Fall, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Parfait. Maintenant, je vais partir. Pour ne pas répéter encore les mêmes formules, je vais juste faire un copier-coller. Et là, au lieu de CDI, c'est CDD. Et là, au lieu de H9 encore, c'est H7. Parce qu'au préalable, c'était ça. Seulement qu'on a décalé un peu, raison pour laquelle lui aussi l'a décalé. On prend H37. Et là, après, on clique sur Entrée. Nous avons 22 CDD. Nous avons 22 CDD.
Nous avons 22 CDD et 9 CDI. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On a terminé avec ces informations-là. On a terminé avec le processus de recrutement et formation d'équipe. On a fait le recrutement de l'équipe. Le recrutement est là, vous l'avez déjà fait. Les personnes sont là. Dans quel département ces personnes-là sont, vous l'avez fait. Quelle est la situation matrimoniale de ces personnes, vous l'avez fait. Quel est la domicile de ces personnes, vous l'avez donné. Les types de contrats que ces personnes-là doivent avoir également, vous l'avez fait. Maintenant, on va continuer avec... bon, j'ai une possibilité, j'ai oublié une chose. Ici, je vais essayer d'abord de dissocier. Je vais essayer de dissocier. Voilà. Vous voyez qu'ici, à ce niveau, dès l'instant qu'on est là, pour voir les informations d'en bas, on va descendre comme ça. Et si les informations sont beaucoup plus nombreuses, on sera obligé de descendre et de monter, descendre et de monter. Mais de façon professionnelle, pour gagner du temps et ne pas descendre à tout moment et monter, vous allez juste sélectionner d'abord et vous allez les regrouper. On sélectionne les informations là. J'ai dépassé. On sélectionne. Voilà. On sélectionne. Une fois que vous avez sélectionné, vous allez venir au niveau de l'onglet données. Une fois sur l'onglet données, il y a quelque part où on a écrit groupe. Il y a quelque part où on a écrit groupe. Si vous regardez bien, à la dernier groupe de commande. Le dernier groupe de commande, il y a groupé qui est là-bas, il y a dissocié qui est là-bas, il y a sous-total qui est là-bas. Nous, on a besoin de grouper. On va cliquer sur grouper. Et là, automatiquement, Excel a groupé les informations là. Donc, il doit y avoir un string list qui va nous permettre de plier cette information-là. Dès l'instant qu'on clique sur grouper, automatiquement, le travail qu'on a fait est plié sous le string list là. Et si on clique également sur plus, les informations vont apparaître. C'est cette manière de travailler qui va vous permettre de gagner du temps. Vous n'allez pas à tout moment descendre, monter, descendre et de monter. C'est comme ça qu'il faut travailler si vous avez beaucoup d'informations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir maintenant au niveau de l'identification des sources de risque. Là, à ce niveau, je vous demanderai d'être comment dirais-je, je vous demanderai de bien écouter et de bien suivre quoi. Parce que cette partie, c'est la base quoi en fait. Il va falloir que vous compreniez à ce niveau. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous allez faire des erreurs. J'avais même oublié de vous demander de le faire. Mais bon, c'est un travail que nous avons fait avec d'autres équipes. Que nous allons soit on va le faire ensemble. Hein. C'est mieux. Parce que on le fait ensemble. Voilà. Au niveau de la quantification, nous avons l'identification des sources de risque. L'identification des sources de risque, ça c'est pour essayer de se préparer à l'avance. Il y a un tableau qui va vous permettre d'élaborer ou bien de lister les risques que vous avez identifiés dans le cadre de ce projet-là. Vous allez faire, peut-être vous avez fait des enquêtes sur le terrain pour voir. Et là, vous avez remarqué qu'il y a des risques à ce niveau. Dans tel domaine, il y a des risques. Il y a tel risque qui peut vous causer problème. Il y a tel risque qui peut retarder l'évolution d'un projet ou bien d'une tâche. C'est possible. L'autre chose aussi est que il peut y avoir des projets qui sont tombés en faillite. Du moment que ces projets-là sont tombés en faillite, qu'est-ce que vous avez besoin de faire?
vous allez encore enquêter sur ces projets-là. Pourquoi ces projets sont tombés en faille? Pour quelle raison? Quelle est la cause? Le pourquoi ces projets sont tombés en faille? Si vous avez trouvé le risque qui a poussé ce projet-là, les risques qui ont fait que ce projet-là est tombé en faille, ces risques-là, vous allez les lister ici. Vous allez les lister ici. Leur réussite ne vous intéresse pas. Ce projet a réussi. Ce n'est pas votre problème. Qu'est-ce qui vous intéresse? Le projet a fait faillite. Le projet n'a pas pu atteindre ses objectifs. Le projet doit atteindre 75% de son objectif, mais il n'a atteint 45%. C'est pourquoi ça. Nous, c'est ce qui nous intéresse. On s'intéresse à l'échec, pas à la réussite. Du moment qu'on s'intéresse à l'échec, nous allons maintenant les lister ici à son niveau, sans réfléchir. Dès l'instant qu'on a trouvé ces échecs-là, nous allons les lister. Ok. On a trouvé que c'est une mauvaise communication. Mais cette partie-là, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Sinon, on va prendre seulement l'autre exemple là pour aller très vite. Mais de préférence, de le faire ensemble, c'est important en fait. Parce que là, vous êtes appelé à être des gestionnaires de projet. Du moment que vous avez une fois travaillé sur un projet pareil, vous n'aurez pas de problème par rapport à ça. Ce travail-là, c'est au gestionnaire de projet de le faire, pas l'ensemble de l'équipe. Le gestionnaire de projet va essayer de trouver des risques venus. Même si il a la possibilité de payer des enquêteurs pour ça, il peut le faire. C'est possible. Il peut payer des enquêteurs pour des personnes pour faire de l'enquête. Et là, au niveau après les risques venus, nous allons partir sur le nombre de fois. Combien de fois ce risque s'est produit dans des projets ou bien dans la communauté? Par exemple, ici, on nous dit que c'est la mauvaise communication. On dit que c'est la mauvaise communication. Ok. La mauvaise communication a fait que ce projet est tombé en faillite. Maintenant, combien de fois il y a eu une mauvaise communication? Combien de fois? Peut-être c'est 6 fois, peut-être c'est 5 fois, 3 fois, peut-être c'est 4 fois, ça dépend. Ok, maintenant on a trouvé le nombre de fois. Quelle est la cause de la mauvaise communication dans cette entreprise-là, dans ce projet-là? Quelle était la cause? Pourquoi la communication n'a pas marché? Est-ce qu'ils n'ont pas embauché un professionnel? Est-ce que l'équipe n'était pas soudée? Est-ce que c'est la cause? Après ça, on passe à l'autre risque. Vous pouvez prendre autant de risques que vous avez. Autant de risques que vous avez pu trouver. Si vous voulez, même après avoir terminé avec les totales, même après avoir arrivé à ce niveau, vous pouvez insérer encore des lignes. Si vous avez trouvé autant de risques, mettez autant de risques. Maintenant, j'espère que vous avez compris la partie là. Excusez-moi, Monsieur Touré, est-ce que par exemple, dans notre cas, si les vaccins se détériorent à cause d'une mauvaise conservation, c'est un risque survenu? Si les vaccins, par exemple, se détériorent parce qu'il y a eu une mauvaise conservation du vaccin, est-ce que ça, ou bien parce qu'il y a eu une coupure d'électricité, l'électricité n'était pas autonome là-bas, c'est un poste de santé un peu avancé, et il y a une coupure pendant 4 jours, est-ce que ça c'est...
Oh, d'accord. Dans ce cas, on va dire vaccin périmé. N'est-ce pas? D'accord. D'accord, oui. Maintenant, on va commencer par votre exemple. Ok, vaccin périmé. Combien de fois par exemple? On prend 4 par exemple. Maintenant, quelle était la cause? Pourquoi Là, les vaccins ont été périmés? Parce qu'il y a eu une coupure d'électricité. C'est ce que j'ai dit. Manque d'électricité. Oui. Manque d'électricité. Maintenant, ici, la notation. Bon, j'avais oublié de l'effacer. La notation, je vous explique d'abord au niveau de la quantification. Vous avez une quantification qui est là. La quantification, il y a de 1 à 3, c'est le niveau acceptable. De 4 à 7, c'est le niveau critique. De 8 à 10, c'est le niveau inacceptable. Dans un projet, bon, la quantification d'ailleurs ne change pas. Quel que soit le projet, cette quantification ne change pas. Retenez ça. Quel que soit le projet, la quantification ne change pas. Peut-être qu'à ce niveau, le nombre de fois, ça peut changer. Par rapport aux recettes, ça peut changer. Mais la quantification ne change pas. Maintenant, dès l'instant que nous avons la quantification, 1 à 3, nous avons niveau acceptable, 4 à 7, niveau critique, 8 à 10, niveau inacceptable. Dans un projet, n'acceptez jamais d'avoir une quantification inacceptable, c'est-à-dire un niveau inacceptable dans votre quantification. Là, on va le trouver à ce niveau, au niveau de la quantification. Ne vous en faites pas. Seulement que j'essaie de vous expliquer d'abord à ce niveau. Les nombres de fois ici, c'est ce qui va nous permettre de faire la quantification ici. Dès l'instant qu'on termine avec les risques, on pourra maintenant se baser sur la quantification, sur ces chiffres-là, pour essayer de faire la quantification. Maintenant, le A là, le grand A là, nous avons pris le niveau acceptable comme grand A, le niveau critique comme grand B et le niveau inacceptable comme grand C. Et là, à ce niveau, nous avons dit que les A sont bons, les B sont moyens et les C sont faibles. Donc, n'acceptez pas d'avoir un niveau inacceptable dans votre projet. Et si je parle de niveau inacceptable, je ne parle pas de ce niveau, à ce niveau. Ça sont des nombres de fois. Cela n'a rien à voir avec la quantification. La quantification se fera à la base de ces nombres de fois que nous allons trouver ici, qui se fera au niveau de ce tableau-là. Donc ne vous en faites pas, même si vous trouvez ici à ce niveau 10 fois, 20 fois, ce n'est pas un problème. C'est lorsque vous allez utiliser ce tableau-là, vous allez faire la quantification. Voilà. Maintenant, on peut continuer. Deuxième risque. Qui d'autre? Deuxième risque, qui d'autre? Monsieur Fall, Monsieur Mustafa Fall, Mao Fall, Monsieur Fayouali, Monsieur Guy, allez-y. Allez-y. Est-ce que vous me recevez d'abord? Oui, on vous entend parfaitement. Hein? En fait, comme je l'ai dit, la formation, elle est interactive. En fait. C'est votre formation par la mienne. Du coup, quand je vous demande de me donner des informations, c'est pour vous permettre de mieux comprendre quoi faire. Sinon, on pouvait, M. Wali,
Voilà, merci. Sinon, vous pouvez directement prendre les informations que nous avons eu à faire, le travail que les autres ont pu faire, ont fait. On peut directement se baser sur ça. Et là, on va aller très vite. Mais est-ce qu'en réalité, vous allez comprendre? C'est la question. Mais je pense que si c'est vos propres mots, votre propre phrase, je pense que l'explication sera beaucoup plus complète qu'avec des informations qui ont été données par les autres groupes. Mais si vous voulez aussi qu'on aille très vite, on peut prendre d'autres informations et là je vais prendre mon temps pour l'expliquer et là on passe à autre chose. Oui, monsieur le Touré. Allô? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Par exemple, si je prends l'exemple de notre cas, par exemple, la mauvaise qualité, par exemple, de la fibre de coton. La mauvaise qualité de la fibre de coton. Fibre de coton, mauvaise qualité de la fibre de coton. Comme cause. Hein? Mauvaise Le qualité. risque, quoi, risque. Ok. Ça, c'est le risque. La mauvaise qualité de la fibre de coton a entraîné quoi? Donc, c'est la mauvaise conservation qui a entraîné la mauvaise qualité de la fibre. Ok, la mauvaise conservation a entraîné une mauvaise qualité de la fibre. Maintenant, comme risque, vous allez prendre quoi? Comme risque survenu, vous allez prendre quoi? Comme risque, c'est la mauvaise qualité. Ok. Comme cause, vous allez prendre quoi? C'est la mauvaise conservation. Le mot mauvais revient à tout moment, quoi, en fait. Vous devez avoir le mot mauvais revient à tout moment. Mauvaise qualité. Qualité de la fibre détériorée, peut-être. Comme risque. Détérioration de la fibre. De la fibre, on prend ça. Oui, on peut prendre ça, oui. Détérioration de la qualité de la fibre. Détérioration de la fibre. Comment dirais-je? Nombre de fois, on peut prendre par exemple 3. Et la cause, vous allez dire quoi? On peut dire mauvais stockage, par exemple. Mauvais stockage. Du coton graine. Mauvais stockage? Du coton graine. Graine. Graine, waaw, graine. C'est ça. G-A-R-A-I-N. Ah, ok, graine. G-A-R-A-I-N-E. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, on va voir au niveau de la quantification, qui est de la notation du moins. Ici, 4, étant donné que 4 c'est le niveau critique, donc on va prendre grand B. On change la couleur aussi. Et 3 c'est niveau acceptable. On prend donc A. On va changer de couleur. Le B c'est la couleur jaune. Le A c'est la couleur verte. C'est la couleur verte. Et voilà. Un autre exemple. On peut prendre aussi les pertes post-récolte aussi. Hein? Les quoi? Les pertes post-récolte. Pertes post-récolte. Ouais. Ok. Perte post-récolte. Maintenant, quelle est la cause? Manque de magasins de stockage, par exemple.
ou bien manque d'unité de transformation, tout ça. Manque de magasin de stockage. Approprié, quoi. Manque d'unité de transformation, vous avez dit. Wow, manque d'unité de transformation ou manque de magasin de stockage. Non, mettons manque de matériel, c'était beaucoup plus approprié. Manque de perte post-récolte, c'est-à-dire manque de matériel de récolte adéquat. Non, pas de matériel. C'est là où madame, les pertes post-récolte sont dues à la mauvaise conservation ou bien par le manque d'unité de transformation. Par exemple, si on prend le cas par exemple de l'agriculture, par exemple, vous voyez par exemple un producteur, par exemple, on peut prendre même dans le cas de la Casamance d'ailleurs. Par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de mangue. Les gens produisent beaucoup de mangue, mais malheureusement, il y a beaucoup de pertes parce que ils n'ont pas, par exemple, de chambre froide ou bien d'un magasin de stockage approprié, ou bien il n'y a pas d'unité de transformation aussi. En effet. Donc là, je pense qu'on peut prendre manque d'unité de transformation. Oui. Un autre exemple. Nombre de fois, par exemple, on peut prendre 6. Autre exemple. Approvisionnement. Autre exemple. Retard d'approvisionnement. Ah, retard d'approvisionnement. Comme nombre de fois. 5 fois. 5 fois, ok. La cause. Bon, manque de sur les délais de mise en œuvre. Bon, retard. La cause c'est des faibles rendements, manque de production. Manque de. Parce que si l'approvisionnement est la matière première de mise en œuvre, donc il y aura forcément des retards de production. Par conclusion. Les causes retard de production. Pour le cas de PAL, là-bas, c'est un peu par exemple une faible production. Faible production. Manque de matière première. C'est dû à une faible production. Si on avait le retard d'approvisionnement. Ouais, ça peut causer sur les coûts de la mise en œuvre quand même, c'est-à-dire la manque de production. Ça peut lier à un manque de production, ça peut lier au délai de livraison. Ok. Retard des délais de livraison peut-être. C'est aussi possible. Ouais. Là, maintenant, vous avez décidé quoi pour la cause? Moi, je pense que le retard d'approvisionnement là, la cause peut-être c'est une mauvaise planification. En effet, parce que là, on parle de retard. En fait, pourquoi en réalité je veux quand même que vous faites le travail vous-même? Parce que c'est comme si, que ce soit le gestionnaire de projet, l'agent suivi et évaluation, vous avez des termes qui doivent être différents des autres. Vous devez utiliser des mots qui doivent être différents des autres, quoi, en fait. Vous devez vos propres mots. On parle de retard, donc forcément il y a une mauvaise planification. Souvent, il faut essayer de raisonner à cette façon-là, en fait, quoi. Il faut essayer de raisonner comme ça. Vous allez raisonner de telle sorte que, en réalité, ceux qui vont vous lire sauront que
cette personne quand même a des compétences soit en suivi, comment dirais-je, en suivi évaluation, ou bien c'est vraiment un expert en gestion de projet. Vous ne devez pas avoir des mêmes termes que les autres. Si nous avons retard, il va forcément avoir, comment dirais-je, une mauvaise planification. Quel que soit le mot mauvais doit venir. Ou bien, même si ce n'est pas le mot en tant que tel, donc le synonyme doit venir. Ce qui peut remplacer le mot mauvais et que vous permet de rentrer dans le sens. Défaut de planification. C'est aussi possible. Défaut de planification. Défaut de planification, c'est bon. Et là, c'est 5 fois. Donc là, c'est B, oui. Maintenant, le suivant. Monsieur Moustapha Fall. Je ne vous ai pas entendu. Allez-y, le suivant. Ok, moi je peux donner par exemple quoi encore. Et si on parle de comment dirais-je, des personnels. Du personnel. Et si on parle des personnels à ce niveau. Manque de ressources humaines qualifiées. Ok, c'est aussi possible. Mais est-ce que on ne peut pas prendre par exemple, parce que là déjà, on a déjà embauché des employés. Les employés ont été déjà recrutés. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire risque de satisfaction des personnels? On peut prendre licenciement. Risque de satisfaction des personnels. Risque de satisfaction ou la démission des agents en cours de Oui. du travail, c'est-à-dire des démissions, oui. Sur démission, toujours la cause sera... le médecin a été affecté. Ça arrive souvent. Oui, il peut y avoir aussi de l'affectation. Oui. Mais s'il y a l'affectation et qu'il y a des missions, bon, l'affectation, on peut comprendre que là, bon, même ça, la personne peut demander une affectation pour quitter le lieu. Et démission, c'est parce que peut-être la personne ne se sent pas à l'aise qu'elle a quitté l'emploi. Ouais. Maintenant, quelle est la cause? C'est la satisfaction. Pour moi, je pense que c'est la satisfaction. C'est parce que ces personnes-là ne sont pas satisfaites. Oui, manque de satisfaction du personnel. Ok. Le nombre de fois, on peut prendre par exemple 2. Ouais. Et maintenant, quelle doit être la cause? Bon, ça peut affecter la qualité de la mise en œuvre. Comment? Ou bien ça peut affecter la qualité de la mise en œuvre, comme aussi les rendements. Oui, c'est possible. Qui d'autre? Les rendements journaliers. C'est possible. Oui, la production journalière pour être beaucoup plus adéquat. Mais n'oubliez pas qu'on est toujours dans le cadre, même si on veut prendre d'autres exemples, n'oubliez pas qu'on est dans le cadre des vaccins, de la COVID-19. Là, est-ce que l'on peut choisir par exemple retard de paiement ou bien manque de logement et consorts? Dans ce sens-là, si par exemple on amène un infirmier quelque part pour ces genre de projet-là et que la personne
étant donné que son salaire n'est pas aussi élevé, la personne n'a pas trouvé encore de logement de la part du bailleur. La personne doit financer son argent elle-même. Elle a financé son argent pour payer la location, la nourriture, et là, ça sera trop difficile pour ce dernier. Est-ce que dans ce cas, on peut prendre soit par exemple retard de paiement, des grèves, des manques de logement? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est bon. On va parler de mauvaises conditions de travail. Parce que c'est vrai que l'hébergement, tout. Voilà. C'est ça. Voilà. Mauvaise condition de. Ok, merci beaucoup. On prend une dernière. On prend une dernière. Résultat non atteint. Comment? C'est-à-dire, s'il y a un projet, il faudra un résultat. J'ai pas fait. Qu'est-ce que vous avez dit? Je voulais dire, c'est-à-dire s'il y a un résultat à obtenir alors qu'on ne l'a pas, donc c'est-à-dire le nombre de personnes vaccinées non atteint, c'est-à-dire le nombre. L'objectif non atteint. L'objectif non atteint, oui. Ok. L'objectif non atteint, est-ce que l'objectif non atteint peut pousser le projet à tomber en faillite? Est-ce que ce qu'on vient de citer là ne font pas partie des objectifs? Les deux questions. Oui, c'est les risques qui nous font partie des objectifs. Normalement, une fois qu'on s'est fixé des objectifs, on doit minimiser ces risques-là pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est en minimisant ces risques-là qu'on va atteindre l'objectif. Et là maintenant, si on vient mettre l'objectif au niveau des risques, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est l'objectif même qu'on cherche à atteindre. Et ce qu'on vient de citer là doivent être figurés parmi dans notre objectif. On doit faire en sorte pour essayer de l'atteindre. On doit essayer d'atteindre l'objectif qu'on fait. Autre exemple? Bon, on peut prendre aussi accident de travail aussi, hein. Merci. Faut que je m'attendais à ça aussi. Je m'attendais à ça aussi. Nombre de fois? Mettons une fois. Hein? C'est des cas. Mettons une fois, puisque c'est des cas souvent à minimiser. Mettons une fois. Ok. La cause? Si vous perdez, ça donne des retards. Hein? Il y a accident souvent à cause des retards. Mauvaise politique de qui? Mauvaise politique de la gestion des risques, peut-être. Ok. Mais est-ce qu'on peut l'orienter un peu vers les chauffeurs? Est-ce qu'on peut l'orienter un peu vers les chauffeurs, en fait? On peut dire que vers une mauvaise logistique quand même. Mauvais? Logistique. Oui. C'est de logistique. Problème de logistique. C'est de logistique en effet, mais est-ce que vous pouvez trouver un terme adéquat qui nous mettra quand même de... Sinon, nous avons la possibilité de ne pas choisir assis dans le travail. Manque de politique. Risque de transport et logistique. Mauvais état de la route. Oui.
Parce que souvent, quand on parle de vaccination, souvent c'est envers les profondeurs. Donc, ça peut dire à mauvais état de la route. Ok. Problème d'accessibilité quand même. C'est bon. Ouais, manque d'infrastructure, oui. Ah, vous allez m'excuser, il y a des bruits ici, seulement qu'il y a les voisins qui sont en train de... qui sont en malaise, quoi, en fait. Là, je pense que ça va un peu impacter l'enregistrement. Si c'est pas bon, je vais le supprimer, après je vais faire un enregistrement. Voilà, maintenant, on va venir ici. Et je ne sais pas qui a parlé d'objectif tantôt. C'est M. Keya. Non, c'était pas moi quand on mélangeait les risques et les objectifs. C'était pas Pat. Voilà, ici en tout cas nous avons les objectifs ici. Là maintenant, les risques, nous allons prendre les mêmes risques qui sont là. On va prendre ces mêmes risques là. On va prendre ces mêmes risques là. On va les amener à ce niveau. Les risques sont là. Maintenant, le niveau de surveillance, là pour le moment, on n'a pas besoin de ça faire. On va s'intéresser à la quantification et les objectifs. Maintenant, les objectifs, nous allons les faire ensemble. Quel est l'objectif qu'on doit se fixer pour éviter les vaccins périmés? Une bonne conservation. Comment? On doit avoir une bonne conservation. Ok. Quand on parle de bonne conservation, c'est bien. Mais ici, on nous a dit que les vaccins sont périmés parce qu'il y a un manque d'électricité en fait. Maintenant, même si les vaccins sont bien même si les vaccins sont bien conservés, est-ce qu'en réalité, s'il n'y a pas d'électricité, que les vaccins ne vont pas être imprimés? Je pense que au niveau de qui là, les causes de qui pour le vaccin, est-ce qu'on ne pouvait pas mettre là-bas mauvaise conservation au lieu de mettre manque d'électricité? Au niveau de la cause? Oui. Est-ce que sur l'autre tableau, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, je ne sais pas, ça n'arrive pas? Comment? C'est ça. Je pense que c'est la conservation qui pose problème. Hein? En fait, à ce niveau, on s'était dit que la cause pour les vaccins périmés, c'est manque d'électricité. Manque d'électricité peut également, ici, dans cette cause-là, nous pouvons avoir la mauvaise conservation. Pourquoi la mauvaise conservation? Parce qu'il n'y a pas d'électricité, ce qui a causé que les vaccins ont été périmés. Il y a une mauvaise conservation. Maintenant, quel est l'objectif que nous allons nous fixer pour pallier à ça? D'accord. Si l'hôpital a un groupe électrogène qui était fonctionnel, est-ce que ça pouvait prendre le relais pour que Comment? J'ai pas saisi. J'ai dit, monsieur Touré, si on est dans la même logique, est-ce que si l'hôpital avait un groupe électrogène fonctionnel qui va prendre le relais en cas de coupure? Voilà, d'accord. C'est ça. Maintenant, quelle est la phrase que vous allez me donner par rapport à ça? La phrase à quelle rubrique? Une phrase comme objectif. Comme objectif, installation d'un groupe électrogène. Comment? Acquisition d'un groupe électrogène.
Le débit? J'ai dit acquisition d'un groupe électrogène. C'est bon. Donc, dès l'instant qu'on sait que on doit avoir des vaccins, nous devons s'acquérir d'un groupe électrogène pour essayer de pallier à ces problèmes-là. Ok, on a trouvé la cause. Maintenant, avant de passer d'abord, nous allons faire la quantification de cette information-là. Donnez-moi une minute. Voilà, désolé. J'avais dit que nous allons faire la quantification de ça avant de passer. On a trouvé comme objectif l'acquisition d'un groupe électrogène. Et pour les vaccins, on nous a dit que les vaccins là, pour les vaccins, on a dit que ça se produit, le nombre de fois c'est 4. On va voir au niveau de la quantification. La quantification se trouve au niveau du niveau critique. Mais pour le calcul, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, nous allons prendre la loi de Poisson. Pour ceux qui ont fait les séries, pour ceux qui sont passés dans les séries sciences techniques, je pense que vous avez une notion en probabilité sur la loi de Poisson. On va prendre la loi de Poisson. En prenant la loi de Poisson, nous allons maintenant essayer de se concentrer sur le nombre là et la quantification et le niveau là pour trouver la quantification. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau, nous avons 4 ici. Le 4 se trouve au niveau critique. Il y a également le niveau acceptable qui est là. Si, je dis bien si, on avait 5 ici, on allait prendre 4 et 5. Le 5 sera ce qu'on a ici. Et le premier chiffre sera toujours l'un des chiffres des niveaux. Mais le dernier sera toujours les chiffres qu'on va avoir à ce niveau. Mais de notre cas, on a 4. C'est le début de la quantification. C'est le début de la quantification au niveau critique. On voit qu'il y a 3 aussi, après 3 c'est 4. Or 3 aussi c'est la fin, c'est la dernière chiffre du niveau acceptable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Il faut donc prendre le 3, point virgule 4. Par contre, si on avait 2 ici, à la place de 4, on allait donc prendre 1 et 2. Et si on avait 5 aussi, on allait prendre 4 et 5. Et si on avait 9, on allait prendre 8 et 9. Et si on avait 8 aussi, on ne peut pas prendre 8 et 8. Ce n'est pas possible. Raison pour laquelle, du moment qu'on a 4 ici, on ne peut pas prendre 4 et 4. Donc on sera obligé de prendre ce dernier chiffre du niveau acceptable et le 4. Pourquoi le 4? Parce que le 4 correspond au début du niveau critique. Tantôt je vous avais dit qu'on ne prend pas la dernière chiffre, on ne prend pas la quantification. Mais retenez que sauf si cette dernière chiffre au niveau de nombre de fois produits et comment dire, correspond au début de la quantification. Je ne sais pas si je fais comprendre.
Si par exemple j'ai 4 ici, comme j'ai 4 ici, donc forcément on va prendre le niveau, le 3 de niveau acceptable et le 4. Parce que le 4 correspond exactement à ce 4. C'est 4 également. Dans ce cas, on va prendre 3 et 4. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre 3, point virgule, 4. Et point virgule, nous allons prendre vrai. On prend vrai et on va fermer notre parenthèse. Nous allons cliquer sur Entrée. Et là, ça va nous donner la quantification de vaccins périmés en fait. Et là, il nous a donné 43%. 43%, nous allons prendre les, nous allons prendre les pourcentages quoi fait. On prend les pourcentages. Voilà, on prend les pourcentages. On a 43%. 43% entre dans le cas de niveau critique. Dans ce cas, nous allons le prendre en jaune. Et on fera pareil également pour les vaccins périmés. Et pour la détérioration du moins. La détérioration de la fibre. Quel est l'objectif qu'on doit se fixer pour éviter une détérioration de la fibre? Allez-y. Alors, c'est stocker le coton dans un endroit aéré et éviter tout contact avec le sol. Éviter tout contact Direct avec le sol. Éviter tout contact avec quoi? J'ai dit stocker dans un endroit aéré et stocker tout contact direct avec le coton et le sol. Éviter tout contact direct du coton avec le sol, quoi. Ok. Ou bien si c'est beaucoup, vous mettez tout simplement stocké dans un endroit aéré. Donc, c'est le lieu de stockage qui n'était pas aux normes, même si on pose ça sur des palettes, par exemple, et ne pas poser directement sur le sol. Voilà, mettre des palettes, c'est ça. Comment? Stocker dans un endroit de stockage. L'utilisation des palettes pour le stockage. C'est aussi bien. Il faut que l'endroit soit aéré. Ok. Un endroit aéré et l'utilisation de palettes. Nous, on l'appelle clé. Est-ce que ça ne peut pas remplacer votre terme d'endroit aéré? Quoi? Si on utilise l'exemple de, je sais pas, l'exemple sur les palettes là, l'utilisation de palettes de stockage. Donc, les palettes, c'est tout simplement des sortes de bois que l'on met sur. Mais si l'endroit n'est pas aéré, c'est pas bon. L'endroit aéré, c'est une obligation. Bon, il faut mettre une unité de stockage en norme, parce qu'en général, tous les stockages ou l'entreposage, c'est un bon entreposage, donc c'est des normes qu'il faut respecter. Effectivement. Wow. Les normes d'hygiène sanitaire ou tout. Voilà, wow, c'est bon. Ok. Les comprends? Oui, c'est bon. Wow. Répétez la phrase. Bon, stocké dans un comment ça s'appelle encore? Bon, dans un magasin, bon, je sais pas. Qui avait donné l'exemple? Qui a parlé de normes? Ah, c'est moi, hein, j'ai dit que dans un entrepôt standard. Donc, quand je mets standard, ça veut dire qu'on respecte toutes les normes. Donc, comme il a dit, la surélévation, l'aération. Bon.
Donc, tout ça, si on regroupe. Est-ce qu'on peut prendre stockage dans un endroit standard? Oui, c'est bon. Pour moi, je ne sais pas. C'est bon. Ok, c'est bon. Maintenant, on va faire la quantification. Et pour la quantification, je veux quand même que l'un de vous me donne la quantification de ça. Nous fasse la quantification. Maintenant, comment on va faire? Étant donné qu'ici, nous avons trouvé 3. Comment on va faire? On met 3 et 4. La loi de Poisson, on met entre parenthèses 3,4 et vous mettez vrai. Pourquoi 3 et 4? Parce que 3, c'est la fin du niveau acceptable et 4 marque le début des niveaux critiques. Mais est-ce que le nombre de fois a touché le niveau critique? Non, ça n'a pas touché. Hein? Merci. Dans ce cas, on ne peut pas prendre le niveau, on ne peut pas inclure le niveau critique. Je m'explique encore. Donc on met 2 et 3. Non, 1 et 3. On met 3 seulement. Non, 1 et 3. Ah, 1, ok, d'accord. Je m'explique encore. Et donc pour laquelle il est quand même, avec ces exemples-là, je pense qu'on peut trouver, vous allez trouver beaucoup de cas en fait, qui va vous permettre de mieux comprendre. Ici, tantôt j'avais dit qu'on avait le premier exemple c'était 4. Le 4 est là. On ne peut pas prendre dans ce cas 4 et 4. Parce que je vous avais dit que à chaque fois le dernier sera le nombre de fois qui est là. Étant donné qu'on a 3, qu'on a 4, le 4 qui est là, dans ce cas on peut prendre 4 et 4. Il est obligatoire de toucher la fin du niveau qui précède, puis le 4 là, qui nous a donné 43%. Mais notre exemple là, on a 3. Le 3, ça ne sort pas dans le cadre du niveau acceptable. Ça ne sort pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le 1 et le 3. Ce n'est pas parce qu'on va prendre ce 3 là, non. C'est parce que le 3 là correspond à ça. Si c'était 2, on allait prendre encore 1 et 2. Mais vu que c'est 3, donc on va prendre 1 et 3. Dans ce cas, on prend égal. Loi de Poisson. Nous allons prendre 1, point virgule, 3, point virgule, vrai. On va fermer notre parenthèse. On a 19%. Nous avons 19%. Et là, c'est le niveau acceptable. Donc, on prend le vert. Maintenant, on part au niveau de la perte post-récolte. Quel est l'objectif que vous avez trouvé que vous pouvez trouver ici? C'est installer des unités de transformation. L'installation de transformation. Ok. Maintenant, quelqu'un d'autre peut me donner la formule sur la quantification ici. On a 6. Comment on va faire le calcul? Allez-y. Ok. Là, donc, je pense qu'on va mettre comme la loi de Poisson, on met 4 points virgule
On fait 4,5, 0,6. Je pense que vous commencez à comprendre. Hein? C'est bien. Étant donné que vous avez pris 4 et 6, 4 jusqu'à 6, ça veut dire que vous commencez à comprendre. En fait, pour être sincère, cette partie-là, c'est trop compliqué pour les débutants, pour ne pas être, pour être sincère en fait. Mais il faut aussi retenir que vous devez comprendre ça. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas faire la quantification, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que c'est un peu compliqué au début, mais au fur et à mesure que vous vous exercez, et là vous allez pouvoir vous en sortir. Ne vous en faites pas. Vous avez parlé de 4,5, 4,6. Monsieur, qu'est-ce qu'il faut retenir comme principe? Est-ce que il faut retenir la loi de Poisson? Parce que je me souviens, j'ai appris ça, mais c'était en probabilité, c'est vrai. C'est ça qu'il faut voir, la loi de Poisson. Pourquoi? Non, je pose la question, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que c'est la loi de Poisson qu'il faut retenir pour pouvoir faire ce calcul-là ou bien? Non, la loi de Poisson, c'est une formule qui va nous permettre de déterminer la quantification. Maintenant, ce que vous devez retenir ici, c'est comment vous allez essayer d'utiliser ces chiffres-là, en fait. C'est ici le problème. Parce que là, comme son exemple, il a pris 4,5, 0,6, parce qu'on avait 6. Mais en réalité, le 5 n'en fait pas partie. Le 5 sera inclus dès le temps qu'on prend 4 à 5, à 4 à 6. On va prendre 4,6. Du moment qu'on prend 4,6, là le 5 est inclus dedans. Donc inutile de prendre 4,5, 0,6. On va prendre directement 4,6, vrai. Et là, on va faire notre parenthèse. On aura. Mais quand Allez-y. Voilà. Pour le premier là, on avait inclus le 2. Je reviens. Le premier est là, n'est-ce pas? Oui. On a pris 3,4. Non, quand c'est le deuxième. Ok, je viens ici encore. On a pris 1,3. On n'a pas pris en compte le 2. Je pensais qu'on avait pris le 2. Je vais voir si on peut agrandir pour vous montrer. Ah, c'est pas possible de l'agrandir. Je voulais quand même vous montrer. Non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Voilà. On prend le 1,3. Ça veut dire que le D est compris dedans, quoi. Mais quand même, je pense que vous commencez à comprendre. Hein. C'est bien. Là maintenant, on va suivre. On va attaquer le suivant. C'est-à-dire retard approvisionnement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif pour pallier à ça? Retard d'approvisionnement. C'est faire une bonne planification. C'est que la livraison soit faite dans les délais. Comment? Quand on a un retard d'approvisionnement, c'est que la livraison n'a pas été faite dans les délais. C'est possible. Oui. Respect des délais de livraison. Voilà. C'est possible. Maintenant, une phrase simple pour nous permettre de choisir. Respect des délais de livraison. Respect des délais de livraison. C'est bon. Maintenant, on va faire quelqu'un d'autre pour la quantification. Nous avons combien? Nous avons 5. Poisson. Allez-y. C'est 4,5. Loi de Poisson, non? 5. Oui. C'est 4,5. C'est excellent. C'est excellent.
On a 44%. C'est excellent. Et nous avons le risque de satisfaction des personnels. Quel objectif on peut avoir? Niveau critique. Il est dans le niveau critique, donc couleur jaune. Comment? Je disais couleur jaune, quoi, niveau critique, c'est 44%. Oui. Et quel est l'objectif qu'on peut avoir à ce niveau pour risque de satisfaction du personnel? Revoir la rémunération. Comment? Revoir la rémunération. Ok, c'est possible. Ou une bonne rémunération du personnel. C'est possible. Une phrase simple. Ou bien améliorer les conditions des agents. Amélioration des conditions des agents. Le terme amélioration me va très bien. Oui, amélioration des conditions de vie des agents. L'amélioration de? L'amélioration des conditions de travail. Ou bien les conditions de travail des agents. L'amélioration des conditions de travail. C'est parfait. Ou bien l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Est-ce qu'il est possible de prendre l'amélioration, améliorer la communication et la coordination? Bon, satisfaction du personnel. On a dit satisfaction du personnel. Oui. Est-ce que s'il y a une communication entre le chef de projet et l'équipe, je pense que ces derniers vont se voir, comment dirais-je, ils vont se sentir intéressés et seront motivés encore ils vont se sentir intéressants dans l'équipe, ils seront motivés à bosser. Ok. Bon, prenez vos phrases, quoi, en fait. Donnez-moi une phrase. Bon, on avait dit amélioration des conditions de travail. C'est bon. Quelqu'un pour nous regarder la quantification? Nous avons oui, deux. Il était où? La 5. Il est où? 2. Donc, 1 à 2. Loi de Poisson fois 1 fois 2. Loi de Poisson? Vrai. Fois 1 fois 2. Vrai. Non, il n'y a pas fois. Non, 1,2. Vrai. 1,2. 2. Oui, vrai. Merci. On a 40%. Ou 41% quand on arrondit. Oui, qui est dans le niveau critique. Voilà. Couleur jaune. Et enfin, nous avons la dernière comme risque de travail. Bon, le 1 là, je pense qu'on peut changer de 1. On prend 3 par exemple. Parce que là, on va prendre 1 et 1. C'est pas possible. Donc on prend 3. Bon, on a déjà travaillé pour le 3. On va pas choisir un nombre ou bien. Mettons 6, puisque il y avait des manques d'infrastructure. Non, on avait 6. Mettons 7 donc. On va avoir un autre nombre. Ok, on prend 7. Ou même 8. Ou même 8 pour être dans l'autre niveau inacceptable. Bon. Oui. Dans l'autre cas aussi, c'est bon. On prend 8. Oui. Et maintenant, la quantification.
Oui, retournons dans la quantification. Bon, on va chercher le mot d'abord. L'objectif. La phrase d'abord, oui, l'objectif. Oui. Accident de travail. Allez-y. Bon, je ne sais pas, hein, vous avez mis manque d'infrastructure routière, ça veut dire qu'il faut changement, il faut 8, c'est trop fréquent, il faut vraiment changer l'itinéraire. Ça veut dire que cette route-là ou cette piste-là n'est pas du tout sûre ou elle est impraticable. Est-ce que manque d'infrastructure? Bien réfectionner les pistes. Comment? Bien réfectionner la piste. Bon, je ne sais pas. Réfectionner, mais ou bien si c'est parce que ça, c'est le ressort de l'État. Comme l'a dit l'autre monsieur, pour changer d'itinéraire, là, je pense. Oui. C'est possible de changer d'itinéraire. Maintenant, une phrase simple pour nous permettre de passer. Une phrase simple pour nous permettre de passer. Est-ce qu'on peut également, par exemple, si on dit aux chauffeurs d'éviter des accidents de travail, c'est-à-dire de rouler, s'il s'agit de chauffeurs par exemple, de rouler avec prudence, pour ne pas essayer de subir un accident afin de gâter les vaccins, quoi, parce que parmi les vaccins, il peut y avoir des bouteilles, voilà, qui peuvent se casser, et là, voilà. D'accord, donc là, on va mettre l'objectif, c'est de limiter la vitesse à 40 ou 50 km/h, limitation de vitesse. Merci. Maintenant, la quantification. Pour la quantification, nous avons 8 comme nombre de fois. Là. Je pense qu'on va prendre 7 et 8. Merci. Merci. On a 45%. Maintenant, quelle conclusion vous en tant que gestionnaire de projet, vous pouvez tirer par rapport à notre quantification là? En fonction du projet effectué. Est-ce que le projet est risqué? Est-ce que le projet, est-ce qu'on peut atteindre, comment dirais-je? Est-ce qu'il y a une possibilité quand même d'atteindre l'objectif du projet? Si le projet est rentable, quoi, en fait, ou bien le projet est risqué, en fonction de la quantification. Bon, je pense qu'on peut dire que le projet quand même est acceptable, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même au niveau acceptable. Et il n'y a pas le niveau inacceptable, quoi, dans tout ce qu'on a fait. Il y a pratiquement, même si le niveau critique domine pratiquement le niveau acceptable, mais je pense qu'on peut tenir que le projet peut être
avec un peu d'amélioration, peut-être c'est qui. Parfait, c'est bien. C'est vrai. Le projet, dès l'instant aussi, ce qu'il faut retenir aussi, dès l'instant qu'on a beaucoup de niveaux critiques, c'est que le projet est un peu risqué. Le projet est un peu risqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le projet, bien et bien que c'est bel et bien que le projet est rentable. Parce qu'on n'a pas de niveau inacceptable. Mais, étant donné qu'on a des niveaux critiques, donc nous devons tout faire pour essayer de minimiser les risques, pour essayer d'être attentionnés. Parce que là, on constate déjà que nous avons beaucoup de niveaux critiques que de niveaux acceptables. Dans ce cas, nous devons être très attentionnés pour pouvoir atteindre l'objectif de ce projet-là. C'est juste ça que vous devez comprendre à ce niveau. Maintenant, on a terminé avec la quantification. On fait pareil également pour, pour les grouper. On sélectionne, on part au niveau de l'onglet, on prend grouper, vous devez les grouper. Après ça, nous allons plier ça aussi. Et nous, dès l'instant qu'on plie ça, on a ces informations qui sont là. Ces informations apparaissent ici. Maintenant, pareil qu'on a déjà dépassé l'objectif et le livrable. L'objectif et le livrable, c'est à vous de donner un nom, en fait, parce que j'avais cité ça, j'avais complètement oublié. Sinon, mais je pense que vous avez fait le travail. Hein. Je vous ai demandé de trouver un objectif du projet et un nom du projet. Ça, vous devez trouver un objectif vous-même et le nom du projet. Et là, maintenant, les hypothèses. Ici, au niveau de la date de début du projet et de fin du projet. Ici, dès le moment qu'on vous a demandé de faire, qu'on vous a donné la durée du projet, on vous a dit que le projet doit se dérouler en 45 jours. Donc là, dès l'instant qu'on vous a donné cette durée-là, vous avez donc la possibilité de calculer la date de début et la date de fin du projet. Par contre, si on ne vous a pas donné la date de début, la durée, et qu'on vous demande de travailler sur un projet, ne vous en faites pas, ne perdez pas de temps sur ça. Allez-y sur MS Project, vous avez la possibilité de trouver la date de fin du projet avec MS Project de façon automatique. Par contre, ici on peut seulement faire, par exemple, on va seulement prendre le 1er octobre. On prend le 1er octobre. Là, la date de fin, on peut soit le calculer ou on va laisser ça à MS de calculer. Et après ça aussi, il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, par exemple, sauter une partie. Sauter une partie. Ah, ça y est là. En fait, maintenant, nous allons passer au niveau du budget. Nous allons partir au niveau du budget qui se trouve ici. Le budget, on l'avait calculé. On a le budget qui est là. On a le budget qui est là. Maintenant, ce budget-là, nous allons essayer de prendre ces montants-là en francs CFA, de convertir ces budgets-là en francs CFA. Ces montants-là en francs CFA. On a les montants en dollars et nous allons faire en sorte de les prendre en francs CFA. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on ne le prend pas en francs CFA, donc MS Project va considérer que là, ce sont des montants en francs CFA. Parce que là, si on travaille avec le logiciel comme ça, sans pour autant essayer de paramétrer et de donner. Bon, si on prend comme ça, on pouvait laisser MS Project
de prendre la monnaie dollar américain sans pour autant prendre la monnaie dollar, la monnaie franc CFA. Étant donné que nous sommes dans un pays qui utilise le franc CFA, donc il est au niveau des paramétrages de MS Project, il est quand même essentiel de prendre ce montant-là, en fait, de prendre le cycle franc CFA et de prendre la monnaie franc CFA pour pouvoir bien faire le travail. Et dans ce cas, vous allez maintenant essayer de convertir ce montant-là en franc CFA, qu'on va essayer de mettre à ce niveau. Ici encore, vous avez la possibilité. Nous avons ici, vous allez prendre les rubriques comme on l'a fait ici. J'ai un exemple, j'ai un cas qui est là, que je vais vous montrer. Et vous allez faire le travail. Vous allez faire le travail. Je vais vous expliquer, vous allez faire le travail. Comme ça, on ne va pas perdre du temps sur ça encore. On pourra normalement démarrer MS Project la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. Ici, vous allez prendre, dès l'instant que vous avez converti la somme, vous allez avoir ici, en fait, le résumé des budgets. C'est ici que vous allez avoir le résumé du budget. Vous allez avoir les dons, vous allez avoir, c'est-à-dire les recettes et les dépenses, vous allez les avoir. Et après, dès l'instant que vous avez les dons, qui sont les recettes, vous allez maintenant essayer de prendre les dépenses. Ces dépenses-là, vous allez les séparer en rubriques, par rubrique. Maintenant, moi, j'essaie de prendre les rubriques, c'est-à-dire, j'ai pris rubrique du personnel qui va concerner le paiement des personnels. Ça sera considéré comme le paiement des personnels. Et vous allez avoir encore l'achat de matériel. C'est-à-dire, tout ce qui est matériel va entrer dans ce sens-là. Et la prise en charge également, tout ce qui est prise en charge, que ce soit des prises en charge totales, des prises en charge complètes, des prises en charge, qui ne sont pas complètes du moins, on va essayer de les énumérer ici aussi. Et là, les autres sont les dépenses en fait, sont autres dépenses sont les imprévus. Tout ce qui est imprévu doit entrer dans ce cadre-là. Que ce soit des urgences, c'est des imprévus. Dans un budget, normalement, vous devez prendre en compte les imprévus. Quelle que soit la situation, si vous voulez mettre en place un budget, n'oubliez pas les imprévus. C'est prévu en fait. C'est pas interdit en fait. À tout moment, il faut, même si c'est un projet quelconque, essayez de mettre là-bas des imprévus. Et votre projet ne sera pas rejeté parce qu'il y a des imprévus. Les imprévus sont toujours autorisés dans la rédaction d'un projet, dans l'élaboration d'un projet. Donc il ne faut jamais l'ignorer. Et après ça, comment nous avons fait la répartition des montants? Excusez-moi, M. Touré. Est-ce qu'il y a une règle, c'est 1% ou 5% du budget? Merci, c'est ce que je voulais pour les imprévus? Ce que je voulais expliquer. Maintenant, comment nous avons fait la répartition? En réalité, il n'y a pas de pourcentage, qui a été défini de façon générale pour ces informations-là. Non. Vous pouvez prendre peut-être, je peux vous dire que pour les rubriques de personnel, je prends 35%. Pour les achats de personnel, je prends tel pourcent. Pour les achats, je prends tel pourcent. Et pour autres achats, je prends. Pour autres dépenses, je prends tel pourcent. Mais ces pourcentages-là seront, vous allez les prendre en fonction des dons totales qui sont là. Parce que les dons, on a ici. Les dons, la somme des dons se trouve ici. Du moment qu'on a la somme des dons ici, maintenant, nous allons nous allons calculer la part en fonction de ces dons-là. Du moment qu'on a fait le calcul et que vous avez fait le résumé du budget, ça c'est un résumé de votre budget qui est là. Du moment que vous avez fait le résumé de votre budget, vous allez avoir encore donc les volets qui sont là. Vous avez les rubriques personnelles, achat, prise en charge, autres achats. Donc chaque rubrique doit avoir son tableau. Chaque rubrique doit avoir son tableau. Vous pouvez commencer par le rubrique personnel, mais moi j'ai commencé le rubrique achat parce que là, le rubrique personnel va prendre beaucoup de place, qui est là. Vous allez prendre ce tableau qui est en haut. Le premier tableau, c'est que vous allez prendre ici. Maintenant, vous allez ajouter
si vous voulez, je peux vous envoyer la photo dans le groupe parce que je veux que vous le faites à la maison après. La semaine prochaine, on va essayer de le corriger ensemble. Quoi. Ça sera plus mieux. Ça sera trop cool quoi, en fait. Je peux envoyer la photo de l'entête qui va vous permettre de mieux faire le calcul. Quoi. Vous allez avoir, si vous voulez, le nom et le prénom, vous pouvez seulement ignorer vous pouvez les fusionner. Quoi. Vous allez mettre nom et prénom dans une même colonne. Maintenant, vous devez avoir heure de travail par semaine. Salaire par heure, salaire par semaine, nombre de salaires dû, restant du nombre de semaines, restant dû du nombre de semaines d'ailleurs du projet et le coût salarial. Et ça, ce coût-là, c'est quoi? En fait, quand le projet s'étend par exemple, disons que ça s'étend en 115 semaines, par exemple. Disons que c'est 115 semaines le projet. Et que nous, notre projet, on ne travaille pas les samedis, on travaille de lundi au vendredi. Donc la semaine est considérée comme 5 jours. Dans ce cas, pour calculer le salaire par semaine, on va prendre ce salaire-là qui est 15 000, on le multiplie par 5 qui va nous donner 115 000. Du moment qu'on a pris cette semaine-là, dans ce cas, si c'est 113 semaines, dans ce cas, une semaine maintenant est sortie complètement. Dans ce calcul-là, on ne va pas prendre en compte le semaine-là, sinon il y aura des doublons. On va payer une semaine supplémentaire sans pour autant qu'il y ait de travail. Dans ce cas, si c'est 113 semaines, donc on ignore la semaine-là qui est déjà 72 semaines. On essaie encore de défalquer les jours fériés et les week-ends, qui peut peut-être aller, qui peut prendre peut-être 2 semaines, 3 semaines, vous allez calculer ça. Ça vous prend peut-être 2 semaines ou bien 1 semaine, ça dépend. Et là maintenant, vous allez défalquer encore sur la semaine restante. On avait 112 semaines. Du moment qu'on défalque ça sur 112 semaines, si c'était 2 semaines, donc ça va rester 70 semaines. Et c'est ça que nous allons, c'est 70 là que nous allons multiplier, par ce montant-là, qui va nous donner le restant du nombre de semaines du projet. Et pour le coût également, vous allez juste additionner les deux montants-là. Vous allez additionner le montant du salaire et ce montant-là qui va vous donner le coût salarial. Ça, c'est pour l'explication du volet charge personnelle. Et maintenant, pour volet achat, vous avez déjà le montant qui est là d'ailleurs. Le montant ne change pas. Le montant est là, volet achat. Vous allez le mettre en bas. Maintenant, comme pour le calcul, vous pouvez prendre par exemple les pourcentages. On dit que pour l'achat de véhicules, je vais défalquer 12% du montant total pour l'achat de véhicules de transport des personnels. Je défalque 3% pour le véhicule de fonction du manager. Je défalque 1% pour le véhicule je défalque 3% pour le véhicule de transport des matériels sur le site. Je défalque 1% pour l'attente de vaccination, ainsi de suite. Et là, après, vous allez prendre les volets pris en charge. Les volets pris en charge, vous allez essayer de prendre les prises en charge complètes et les prises en charge partielles. Donc, vous allez essayer de les défalquer sur le total de prises en charge. Et enfin, vous allez prendre ce qu'on appelle le volet autres dépenses, qui va concerner les dépenses non prévues et des réserves de cas d'urgence. C'est maintenant que vous allez pouvoir faire le budget. En fait, la budgétisation, si vous ratez cette partie-là, c'est que vous avez le gros souci sur la planification de budget. La planification, c'est ça en fait. C'est vrai qu'il doit y avoir une planification sur MS Project, mais il faut d'abord comprendre la planification à ce niveau pour mieux faire la planification sur MS Project. C'est la planification que nous allons faire ici qui va vous permettre de mieux faire, de faire une bonne planification sur MS Project. Si c'est OK, je pense qu'on va s'arrêter là.
Et la semaine prochaine, on va essayer vous allez essayer d'abord de faire les 4 tableaux. Le résumé divisé, volet achat matériel, volet prise en charge, volet autres dépenses, et également le 5 d'abord, volet charge du personnel. Et là, vous devez faire ça. La semaine prochaine, on va essayer de le faire ensemble. Allez-y. Pour le calcul, de l'autre côté, on ne calcule que les jours ouvrables. Comment? Là où le tableau que vous expliquez tout à l'heure, là, par rapport au nombre de jours travaillés dans la semaine, on calcule que les jours ouvrables. On calcule que les jours ouvrables. Oui. On prend en considération uniquement les jours ouvrables. Nous, on considère que les salaires sont payés seulement pour les jours ouvrables. Maintenant, vu que si c'est pas... C'est un petit projet en fait. On paye les gens le jour où ils vont monter. Ok. Si c'est un projet à grande envergure comme ça, même si c'est un jour férié, ça sera inclus de la rémunération. C'est bon. Ok, d'accord. Si vous voulez, vous pouvez ignorer les jours ouvrables comme ça. Et là, on continue le travail comme ça, quoi. Monsieur, vous allez envoyer le fichier avec les consignes. Donc, est-ce que c'est une semaine de travail de 5 jours ou de 6 jours? Et vous avez parlé de 12%, 35%. Vous allez envoyer le fichier et les ratios comme consigne? Non, en fait, les pourcentages là, ce n'est pas une pourcentage qu'on doit respecter. C'est le pourcentage que vous devez faire en fait, en tant que manager de projet. Ces pourcentages ne sont pas respectés. Vous allez faire de telle sorte que vous allez trouver les pourcentages adéquats pour pouvoir mieux faire. C'est-à-dire que ce sont les informations que vous devez essayer de chercher quoi faire. Là, on ne dit pas que, bon, peut-être en fonction du coût des véhicules, vous pouvez dire que non, on a besoin de tel pourcentage pour pouvoir acheter des véhicules. Ce sont des informations que vous devez collecter auprès des vendeurs. Ou auprès des sites officiels qui va vous permettre d'avoir des informations sur la somme de ces éléments-là. Est-ce que c'est bon? Ok. D'accord, je vois. D'accord. Autre question? C'est bon. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, maintenant, les cours, c'est les samedis et les qui, ou bien c'est combien de jours dans la semaine? 2 jours par semaine. Bon, c'est les samedis et dimanches? Oui. Ok, d'accord. Parfait. Ok, c'est bon.